Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Je suppose que comme moi, vous avez toujours plaisir à entendre la parole des anciens espions et ça tombe bien, j'en ai un face de moi aujourd'hui, Alain Chouette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien chef du service des renseignements et de sécurité de la DGSE, les services spéciaux français. Vous avez quitté en 2002. Vous publiez un livre qui s'appelle Au cœur des services secrets, mais le sous-titre est quand même des services secrets, oui, le sous-titre est plus important, Fausses pistes et vrais dangers, un entretien avec Jean Guinel. C'est un livre qui est très agréable à lire parce que c'est un livre extrêmement libre, parce que vous êtes totalement libre, vous êtes à la retraite, vous n'avez absolument aucun compte à rendre à personne. Et je dis que quand on le referme, on a remis en question la moindre de ses certitudes sur tous ces sujets qui ont trait au Moyen-Orient, à l'islamisme, au terrorisme, au 11 septembre, aux révolutions arabes, etc. Vous avez dit Al-Qaïda est morte en 2002-2003, donc il y a déjà fort longtemps. Quand on cite, attendez, je vous interromps parce que quand on cite une phrase, il faut la citer en entier. Non mais je fais un résumé. Non, mais quand mais j'ai pas fini. Mais elle a fait des petits. Voilà. Mais elle a fait des petits. Voilà, elle a fait des petits. Vous disiez aussi l'épicentre du djihadisme, ce n'est ni l'Afghanistan, ni le Pakistan, comme on a tendance à le croire, ni même l'Irak. C'est l'Arabie Saoudite, en raison de la surenchère. Entre la monarchie des Saouds et tous ces petits bourgeois qui contestent un peu sa mainmise sur la rente pétrolière. Et vous dites aujourd'hui, le vrai danger, il vient tout simplement, il est très connu, il vient des frères musulmans qui ont un double discours, un double langage, une stratégie à géométrie variable, qui utilisent la politique, la démocratie, mais qui ont un bras armé qui s'appelle les Jama'a Islamiyah et dont le but est de prendre le pouvoir dans le monde musulman sans que les Occidentaux interviennent. Alors, j'en viens à ce sur quoi je voudrais qu'on se focalise aujourd'hui, c'est les révolutions, les printemps arabes. Et en particulier l'intervention en Libye, là, qui vient de chasser Kadhafi, et où on commence à se rendre compte que ça profite à un certain nombre d'anciens djihadistes. Alors, est-ce que l'Occident a commis la même erreur qu'elle avait commis en poussant les moudjahidines au nom du combat contre le communisme ? Alors, je ne crois pas que ce soit une erreur, parce que quand on a poussé les moudjahidines en avant dans la lutte contre le communisme, notamment en Afghanistan, on savait très bien ce qu'on faisait. Alors, c'était un choix stratégique qui a été fait, il peut être contestable ou contesté. Il était logique à l'époque, puisque pour lutter contre l'expansion du communisme, entre guillemets, athée, le meilleur instrument, c'était encore les partis fondamentalistes, religieux, musulmans, en ce qui concerne toute la périphérie sud de l'URSS. Donc, à cette époque, l'instrumentalisation des djihadistes et des islamistes fondamentalistes a été faite en connaissance de cause. Là, je crains que dans l'affaire des printemps arabes, on est très sincèrement, beaucoup d'Occidentaux ont cru que c'était des mouvements tout à fait démocratiques et il y avait beaucoup de démocrates dans ceux qui ont revendiqué la chute des dictateurs. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop vu ce qui se profilait derrière, c'est-à-dire que l'ensemble de ces mouvements démocratiques avaient été extrêmement affaiblis pendant les 40 ou 50 ans de dictature qu'ont connu tous ces pays arabes et que, en fait, les seuls éléments sérieux, structurés, susceptibles de profiter de la chute des dictateurs restent dans la plupart des pays du Moyen-Orient les émanations des frères musulmans qui ont été épargnés. Dans un premier temps, on nous a dit, regardez, c'est fantastique. En Égypte, par exemple, ils sont restés complètement au second plan. On commence peut-être un peu à déchanter. Mais on a dit, voilà, peut-être que ces frères musulmans, au fond, ont accepté de jouer le jeu de la démocratie. Erreur ? Mais pourquoi n'accepteraient-ils pas de jouer le jeu de la démocratie et des urnes quand ces urnes peuvent les porter au pouvoir ? À ce moment-là, ils n'ont aucun intérêt à donner des signes de violence ou des signaux désagréables à l'Occident. Il leur suffit de laisser faire les choses. Ils n'avaient aucun intérêt en Égypte à s'opposer à ce mouvement démocratique. Il leur fallait le laisser se développer, sachant très bien que, in fine, et face à un paysage politique réellement démocratique et libéral totalement éclaté. On a à peu près la même chose en Tunisie, où on a 60 ou 70 partis libéraux et démocratiques qui vont se présenter aux futures élections. Ils sont la seule force qui, par le fait du scrutin majoritaire, va recueillir la plupart des sièges, comme ça a été le cas en Algérie en 90-92. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous dites en Algérie, c'était une erreur l'interruption du processus électoral. Il aurait mieux valu les laisser occuper le pouvoir sous contrôle de l'armée. Mais regardez ce qui se passe en Turquie. On a des islamistes très présentables qui viennent de dégommer complètement l'état-major de l'armée.
Oui, ben c'est le problème de la dérive de ce qui se passe en Turquie, où l'armée était garante de la constitution et de la laïcité, où le parti, l'AKP, le parti islamiste qui est au pouvoir depuis maintenant quelques années, a entrepris de façon extrêmement subtile de toucher à la constitution dont l'armée était garante, en touchant cette constitution de façon suffisamment faible pour que ça ne suscite pas une réaction de l'armée, mais de façon suffisamment significative pour montrer que la Constitution pouvait être touchée. Et là, on a une remarquable illustration de la façon dont, justement, les frères musulmans savent exploiter toutes les failles juridiques des pays dans lesquels ils se trouvent. Donc ils sont très habiles. Est-ce qu'il est trop tard pour avoir une stratégie de containment, comme on dit, face aux frères musulmans? Qu'est-ce qu'on peut faire, au fond? Il est déjà bien tard. Ce qu'on peut faire, c'est en tout cas certainement ne pas être dupe de leur stratégie. Il faut évidemment, je le pense, enfin, c'est ma pensée personnelle qui n'engage que moi, aider là où on le peut les transitions démocratiques, mais en n'étant pas dupe de ce qui se profile derrière les bons. C'est-à-dire qu'ils seront bouffés par les frères musulmans, c'est ce que vous pensez? Dans l'état actuel des choses, et si on ne fait rien, on voit ce qui se passe en Libye actuellement, où c'est quand même un ancien djihadiste violent qui est devenu gouverneur militaire de Tripoli. On voit bien se profiler derrière les jeunes réellement qui aspiraient à la démocratie mais qui sont inorganisés, on voit bien se profiler les forces organisées. Alors si on suit votre raisonnement, si ça va être encore pire qu'avant, par exemple en Syrie, il faudrait plutôt fermer les yeux sur ce que fait Assad, voire même le soutenir, puisque... La Syrie est quand même un pays beaucoup plus compliqué de ce point de vue que la Libye, l'Égypte ou la Tunisie, qui sont des pays relativement homogènes avec 99% de musulmans sunnites. La Syrie est un pays compliqué avec des communautés différentes où les sunnites représentent 60-65% de la population, mais où il y a beaucoup de chrétiens, des alaouites, des druzes, des chrétiens de toute confession, et où, là, on a pu le voir récemment, la revendication sunnite qui est animée par les frères. Hamas, c'est pas le centre de la démocratie. Hamas, c'est le siège central des frères musulmans de Syrie, dont les slogans étaient clairement hostiles aux minorités non musulmanes, y compris aux alaouites qui sont considérés par les sunnites. Vous pensez qu'il y aura un bain de sang si les sunnites prennent le pouvoir en Syrie, c'est-à-dire contre les chrétiens, les minorités, les druzes? D'abord, ces minorités se laisseront pas faire. Et là, on va vers une guerre civile de type libanais qui peut durer des années. Les alaouites sur qui pèse la fatwa d'Ibn Taymiyyah, qui est fondamentaliste du wahhabisme, cette fatwa qui appelle au génocide des Alaouites, il faut bien comprendre que ces gens-là ne se laisseront pas faire sans réagir. Votre travail pendant des années, c'était d'identifier d'où venait la menace terroriste à partir de l'analyse de ce qui se passait dans le monde musulman. Si je suis votre raisonnement, j'ai l'impression que vous vous dites on a un petit peu abandonné le terrain aux islamistes, quoi. Peut-être pour avoir la tranquillité chez nous? Alors ça, je suis pas sûr que ça ait procédé d'un choix délibéré. On a abandonné le terrain à ce qu'on ne connaissait pas. On avait parfaitement identifié depuis pas mal d'années les dictateurs, les régimes autoritaires. On sait très bien que ça ne pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait bien qu'un jour ces pays arabes et musulmans de la région essaierait de retourner sur les chemins de la démocratie, mais on a mal identifié quel était le paysage actuel à l'intérieur de ces pays après 40 ou 50 ans de Peut-être parce que vous le racontez aussi à propos du 11 septembre, on n'aura pas le temps de parler, mais c'est aussi un passage passionnant du livre. Vous dites, et probablement que ça se reproduit aujourd'hui, qu'au fond, on vous écoutait pas, vous, les experts des services, avant, parce que tout ça était prévisible, il y avait des sonnettes d'alarme, il y avait des lumières rouges qui s'allumaient, mais on ne vous a pas écouté. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent la même chose que vous dans les services, on ne les écoute pas. C'est possible, mais parce que le temps de ces évolutions au Moyen-Orient n'est pas le temps du politique en Europe. Le politique en Europe, en Occident, il est en général à 4-5 ans, alors que le temps des évolutions au sud du bassin méditerranéen, dans l'ensemble du monde musulman, il se déroule sur 1, 2, voire 3 générations. Alors, il est très difficile de faire coïncider ces calendriers. Je le sais, je fais état dans mon livre, mais au printemps 2001, moi, on m'avait demandé de
convertir la moitié de mes effectifs antiterroristes à l'immigration clandestine parce que il n'y avait pas eu d'attentat depuis 2 ou 3 ans en France, donc tout allait bien, donc il fallait s'occuper d'autre chose. Évidemment, le 12 septembre, panique à bord. Nous considérions au mois de juin 2001 que tous les clignotants étaient au rouge et qu'on attendait le Big One, dont on n'a jamais pensé qu'il se passerait aux États-Unis même, mais on l'attendait. Mais pour le pouvoir politique en France, et pour les décideurs politiques en France, le terrorisme n'était plus une menace. Pour revenir sur la question de l'épicentre, vous n'êtes pas, je repense au livre de Laurent Muraviec, vous n'êtes pas le premier à dire qu'il y a un problème avec la monarchie saoudienne qui est usurpatrice, prédatrice, etc., etc. Si on se débarrassait de ce régime, ça irait mieux ? Je m'en réjouis, un certain nombre de dictateurs sont en train de disparaître de la scène politique. Cela dit, nous restons les alliés et les défenseurs de la monarchie la plus réactionnaire du monde arabe et sans doute du monde entier. Mais est-ce qu'à leur place, il n'y aurait pas encore pire ? Mais à leur place, non. Pourquoi vous avez des pays comme les Émirats arabes unis qui fonctionnent très bien, tout en étant d'obédience musulmane assez stricte, mais qui fonctionnent assez bien, de façon assez libérale et avec des processus électifs. Et comment les Américains continuent à tolérer cette pompe à finances qui alimente les frères musulmans dans le monde avec leur bénédiction? Je crois que les Américains ont un problème qui réside dans le pacte contre nature qu'ils ont signé en 1945 avec le vieux Ibn Saoud, qui assurait la protection de l'armée américaine à titre familial à la famille Saoud contre le monopole de l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire saoudien. Ce qui permet tout de même aux États-Unis d'exporter de façon comptable leur déficit, de payer leur pétrole pratiquement zéro, puisqu'ils payent leur pétrole à l'Arabie saoudite en faisant tourner la machine à dollars, mais sans augmenter leur masse monétaire intérieure. Oui. On arrive malheureusement au terme de cet entretien. Merci beaucoup Alain Chouet. Je renvoie à votre livre, Au cœur des services spéciaux, fausses pistes et vrais dangers, un entretien avec notre confrère Jean Guinel, c'est publié à La Découverte. Merci d'avoir été avec nous. Cet entretien, vous le retrouvez évidemment sur france24.com. D'autres infos à suivre sur France 24. À bientôt.